Nous y voilà, c'est le jardin de Gabriel, un petit havre de paix qui fait l'unanimité parmi les riverains. Ce qui n'était jusqu'en 2011 qu'une friche est devenu la raison d'être de bon nombre de projets qui favorisent le lien social et les relations. Ils avaient perdu le plaisir de discuter, parfois même de se dire bonjour. Aujourd'hui, ils ne se quittent plus. La faute à ce petit bout de terre enclavé qu'ils ont soigneusement replanté. Tout le long là-bas, en fait, c'est tout ce qu'il y a comme herbe aromatique. Ensuite, on a récolté tout ce qu'on peut trouver dans un jardin, c'est-à-dire potirons, courgettes, tomates, pommes de terre, poivrons, piments. Qu'est-ce qu'on a encore récolté? Bon, il y a toutes les fleurs aussi que vous pouvez voir. Lucette habite l'îlot depuis 30 ans. Elle ne voit plus le temps passer quand elle vient ici. Ma proximité géographique me permet d'arroser et de soutenir le jardin dans les périodes comme cette année avec les étés très chauds. Et puis autrement, je regarde la croissance des légumes et puis nous échangeons très souvent les uns les autres et c'est un endroit qui me fait du bien. Ce jardin porte le nom de mon mari décédé. L'association lui a rendu hommage parce qu'il a contribué à le créer. Voilà. Voilà à quoi ressemblait le jardin de Gabriel, un dépotoir. Au conseil de quartier, l'idée a germé d'en faire un jardin partagé. L'association qui en a obtenu la gestion est allée beaucoup plus loin. Elle en a fait un projet d'écologie humaine. Il y a des gens ici très atypiques qui se sont retrouvés dans des arrière-plans extrêmement différents. On est plutôt dans l'action, on est tous la main à la pâte. L'enjeu, c'est d'être dans une démarche qui fasse sens et qui donne du sens à notre volonté d'habiter ensemble. Voilà, c'est le véritable mot, le véritable sens du mot écologie, c'est l'habitat. C'est un petit bâtiment arrondi qui fait 10 à 12 logements. Parce qu'on s'est renseigné auprès de gens qui ont fait des immeubles participatifs partagés intergénérationnels. Enfin, le même type de ce que vous souhaitez à Frat Habitat. Sinon, c'est impossible à gérer. Nous voulons associer tous les habitants pour aller dans le sens d'une utilisation de produits sains pour les jardins, de réfléchir à chaque fois qu'il y a des travaux de rénovation à la transition énergétique et donc à l'économie d'énergie. En fait, on doit fédérer tous les habitants autour d'un projet un peu pionnier. Mais concrètement, l'îlot conserverait ses caractéristiques actuelles. Nous allons réfléchir au niveau urbanisme et construction à préserver tous les petits passages et même en créer de nouveaux, de façon à ce que cet îlot soit vraiment clos et le reste. Voilà, on ne veut pas de voiture, on veut que les gens se promènent à pied, qu'il y ait des lieux de détente. Ce jardin a transformé l'îlot et cet îlot pourrait bien transformer le quartier. Les gens prennent conscience dans le quartier qu'ils ont un patrimoine, que ce petit îlot, ce n'est pas un simple espace vert en friche, mais c'est un des rares cœurs de quartier végétal qui est préservé dans la rue du Barbade, parce que partout ailleurs c'est devenu des garages. Mais ces riverains ne font pas que défendre une certaine idée de l'habitat. Pour convaincre la ville propriétaire de l'îlot, ils ont des propositions. Notre projet associatif, c'est donc la construction de maisons ou d'appartements dans lesquels pourraient vivre plusieurs types de générations et qu'ensemble on puisse s'entraider parce que tout est basé sur l'entraide. Ils ont même imaginé ce que cette ancienne métallerie pourrait devenir. C'est un peu emblématique de ce qui se passait au niveau artisanal dans le quartier. Il y a des établis, il y a un bel escalier métallique qui amène au premier étage. Ça pourrait être un endroit où on pourrait y créer par exemple un bar associatif dans lequel les gens peuvent se rencontrer, prendre un café, discuter. Ces endroits un peu comme ça, d'espace un peu hors temps on va dire, permettent aux gens de retrouver une identité et un jardin intérieur. Voilà, c'est le jardin intérieur, le jardin extérieur. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment de plus en plus développer. Et au-delà de toutes les actions qu'on peut mener, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des lieux comme ça un peu partout dans une ville, parce que ça permet une respiration à la ville. Oh bah ça y est, on a fait la boucle, on est revenu au jardin. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment que tous ces projets aboutissent parce que c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment envie d'habiter en tout cas dans ce quartier.
Moi, je vous dis à très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne. Et on va bien voir ce que ça va devenir. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principaux titres de ce journal. Ce grave incendie à Dormans dans une usine de nettoyage de peinture. 2 blessés professionnels de la brigade d'Épernay, dont une jeune fille d'une vingtaine d'années, ont été grièvement brûlés. Dans l'affaire Vincent Lambert, ce nouvel épisode judiciaire à l'initiative de François Lambert, le neveu du patient tétraplégique. Il a saisi aujourd'hui le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin que le CHU de Reims respecte les décisions de justice du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. La décision sera connue d'ici plusieurs semaines. On écoute François Lambert qui était ce soir l'invité de ce 19-20. La suite, c'est à peu près sûr, ce sera le tribunal administratif qui suivra probablement les conclusions du rapporteur public et moi qui ferai appel devant la cour administrative d'appel. Ça ira peut-être jusqu'au Conseil d'État, j'espère assez rapidement. On peut s'attendre à un nouveau marathon judiciaire. Oui, mais j'espère avant 2016. Et après, à titre personnel, moi je ne pourrais pas faire plus que ce que je fais. Et si j'ai plus de recours, j'ai plus de recours. Et je serai en tout cas au clair avec ma conscience. Et la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sera mise en délibéré au 9 octobre prochain. La venue aujourd'hui dans les Ardennes du patron de PSA, Carlos Tavares, à la fonderie des Évelles. Un déplacement à la rencontre des salariés de l'usine spécialisée dans la production de culasses. Plus de 2 millions d'unités y sont fabriquées chaque année. Le 19-20 continue dans un instant avec l'édition nationale juste après la météo. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.